Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter mon dernier volume qui s'appelle Prendre soin, la paix de la pandémie. L'intuition qui est derrière le volume, c'est que moi, j'ai travaillé beaucoup dans les questions de gestion du risque et les débats publics autour des risques associés à des projets industriels dans le domaine de l'environnement. Et c'est une question qui m'a beaucoup fasciné parce que quand on est en situation de stress, on ne réfléchit pas de la même manière, on ne réagit pas de la même manière. On a peur, on est anxieux, on est en colère, on se sent menacé, on cherche des coupables, etc. Alors, j'avais fouillé ces questions-là quand j'étais en environnement, puisque j'ai été président du bureau d'audience publique sur l'environnement. Et quand j'ai vu la pandémie, j'ai essayé de réfléchir à haute voix sur un phénomène comme celui-là. C'est un phénomène collectif. Et la thèse de fond que j'ai derrière ça, c'est qu'au-delà du problème médical strictement d'avoir un vaccin, pas avoir un vaccin, etc., ce que cette expérience-là met en question, c'est notre rapport à la société. Et parce que toute la société est ébranlée, l'enjeu fondamental, c'est l'enjeu de la confiance que nous pouvons avoir à l'égard de la société, de ses dirigeants, de la technologie, etc. Alors, donc, j'ai pensé un petit volume de présentation, si vous voulez, de la pandémie dans les choses les plus simples, mais en allant tout de suite sur les archétypes. La première chose qu'on cherche, on se cherche un coupable. Qui c'est qui nous a mis là-dedans? Bon, et ça, c'est universel, voyez-vous. Quand vous lisez la Bible, par exemple, on est convaincu que s'il y a un malheur, c'est parce qu'on a péché que Dieu nous punit. Voyez-vous, on ne pense pas que le monde est imparfait, est mal organisé, qui est incohérent et que donc il y a des souffrances, il y a des tensions. Mais a priori, on pense toujours qu'il y a un coupable. Et là, selon les mentalités, il y a quelqu'un qui nous en veut, il y a des maniaques qui manipulent les données, il y a des gens. Alors, il y en a qui vont dire qu'il n'y a pas de COVID, il y a juste des gens qui essaient de nous faire peur, puis mettre la main sur la société. D'autres vont dire que oui, c'est les Chinois qui l'ont inventé ou c'est telle autre chose. Alors, dans les grandes épidémies d'autres fois, on trouvait vite des coupables. On trouvait. Bon, c'était les Juifs, c'était les sorcières, surtout les femmes. Les femmes sont souvent très, très coupables de ça. Le grand modèle de la grande peur en Occident, c'est évidemment la peste noire de 1345 à 1348, à peu près en Europe. Et elle a tué, écoutez, c'est incroyable, entre 50 et 75% de la population des villes. Ici, il en meurt 1 sur 1000. Bon, mais là-bas, 50-60% de morts, c'était épouvantable. Et ça a duré 3 ans à peu près. Et donc, ça a projeté un sentiment de terreur absolue dans la culture du Moyen Âge. Et la réaction des autorités, c'était ça. Bien, inévitablement, ils ont fait ce qu'on fait, comme on fait en toute épidémie. On isole ceux qui sont malades, on les coupe du reste de la société. Et ensuite, on a cherché des coupables. Évidemment, dans la théologie du Moyen Âge, le coupable, c'était celui qui, dans la société, fait de travers. Donc, c'était l'hérétique, c'était le voleur, c'était l'étranger, le délinquant, la femme, la sorcière, bon, tout ce qu'on voudra. Et on inventait, c'est là qu'on a inventé d'ailleurs beaucoup l'Inquisition pour trouver et ça, c'est une vieille thèse aussi, ça vient de loin, loin, loin. C'est l'idée d'un bouc émissaire, voyez-vous. Si on peut trouver le coupable, on va le punir, on va l'anéantir, puis on va se purifier grâce à ça. Le rite du bouc émissaire dans l'Ancien Testament est très intéressant parce on prend 2 boucs. Un bouc représente les péchés du peuple, bon, puis on le purifie. Puis l'autre bouc, on l'envoie à Azazel, on met sur lui les péchés du peuple, on prend le bouc et on va le porter au désert, et là, il va mourir au désert. Et lui, il porte toute la malice du monde. J'ai essayé donc de fouiller la vécu, si vous voulez, de la pandémie. Particulièrement compte tenu de mon âge et de la situation. Donc, des choses qui nous sont imposées. La solitude. Bon. Quand on est malade, le bon sens veut qu'on fasse, qu'on soit en relation avec les autres. Voyez-vous? C'est anti-intuitif que de dire vous allez vous isoler. Et plus vous êtes malade, plus vous devez vous isoler. Et c'est terrible comme expérience parce que quand on voit c'est une espèce de contradiction et c'est un des phénomènes les plus difficiles à porter
Et c'est pour ça que là, moi, dans ma famille, on est encore 4 survivants. On était 8. Et j'ai 3 sœurs qui sont plus vieilles que moi. Puis on s'appelle au téléphone, mais on n'a pas le droit de se voir. On ne peut pas se voir. Et là, on voit des gens qui meurent en pleine solitude et c'est terrible. Donc, j'ai essayé d'explorer la peur, la colère. Il y a beaucoup de colère. Le déni. J'ai essayé d'explorer aussi, évidemment, l'expérience de la solitude, de la vieillesse. Et ça, c'est un des traits typiques de la COVID actuellement, c'est qu'elle frappe plus les personnes âgées que les plus jeunes. La grippe espagnole, par exemple, frappait plus les enfants que les adultes. Voyez-vous? C'est variable selon les pandémies. Et celle-là, c'est vraiment un fléau pour les personnes âgées. Et comme les personnes âgées sont plutôt regroupés dans des enclos, d'une certaine manière. Ils sont groupés maintenant en maisons spécialisées. Quand ça rentre quelque part, c'est l'hécatombe. Alors, la solitude des personnes âgées, la mise à l'écart des personnes âgées, et j'essayais de montrer quelques conseils, comment on peut aussi, à son niveau, si c'est possible, transformer cette solitude en période féconde. Il ne faut surtout pas rentrer dans la déprime, il ne faut surtout pas se mettre à lécher ses plaies. Il faut faire des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire. Il faut relire des volumes qu'on voulait lire ou qu'on veut relire. On a le temps de le faire. Mais aussi faire des choses gratuites, selon ses goûts, de la musique, de la poésie, du modelage, de travailler la terre, etc. Donc, c'est important de meubler sa solitude pour ne pas rentrer dans la déprime, justement. Alors, c'est un temps de fécond, de construction de soi-même si on est capable de se prendre en main. Et pour ça, donc, pour moi, la pandémie, c'est la société qui est mise à l'épreuve. Ce n'est pas que des individus. Ce n'est pas comme une simple maladie individuelle. Tu as le diabète, tu as mal au rein, mais c'est une maladie tellement répandue qu'elle vient changer nos comportements sociaux. Ensuite, l'État nous impose des choses que jamais on n'aurait pu imaginer. Le couvre-feu. Moi, j'ai connu un peu le temps de la guerre, mais il n'y avait même pas de couvre-feu dans le temps de la guerre. On avait des restrictions de nourriture, on avait des coupons de nourriture, etc. Mais c'est inimaginable. L'État nous a pris en main, voyez-vous. L'État a dit, nous mettons la société sur pause. Vous n'avez plus le droit de sortir, vous n'avez plus le droit de changer de lieu, vous n'avez plus le droit d'être plus que deux cellules ensemble. Ça, c'est des représentations que jamais on n'aurait pu imaginer dans la pire des autorités, si vous voulez. Alors, on s'est senti minorisé, on s'est senti humilié d'une certaine manière. Et là, je comprends la colère. Les gens tombent à la colère ou d'autres tombent dans la déprime. Pensez, pour les couples, par exemple, c'est très difficile, les couples d'un certain âge qui tout à coup sont obligés de toujours être ensemble. Ils s'encombrent les uns les autres. Donc, il y a beaucoup de tensions familiales, beaucoup de stress. Pour les ados, ça va être très dur parce qu'on risque d'avoir perdu 1 an ou 2 ans de scolarité, comme avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on répète à l'identique. Il y a des choses nouvelles, premièrement, il y a des liens vraisemblables à l'environnement dont il faut tenir compte. La pandémie, elle est possible parce qu'il y a trop de circulation. Dans l'environnement, il se crée ce qu'on appelle des isolats, des écosystèmes fermés. Et il ne faut pas qu'il y ait trop de communication d'un système à l'autre. Quand il y en a trop, il y a justement des maladies qui circulent ou des invasions qui circulent, etc. Et donc, probablement qu'on a une conception trop libérale de la société. Il faut venir vers un respect plus profond des choses. Il est vraisemblable que dans la crise de la pandémie, il y a justement ce mélange trop rapide, trop pressé de toutes les forces vivantes dans la nature. Et ensuite de ça, il faut profiter parce que l'économie va bien, mais c'est factice. Il y a la moitié des restaurants qui vont faire faillite, il y a la moitié des entreprises de voyage, ça va s'écrouler, il va y avoir des faillites par milliers. Là, on a une crise du logement à Montréal, on s'aperçoit là qu'il y a un boom des prix des logements. Et ça fait qu'on va avoir des milliers d'itinérants qui n'auront plus d'espace pour rester. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la société va être en crise. Et si on essaie juste de la repartir de la même façon, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'on peut réussir. Mais ce qu'on va réussir à ce moment-là, c'est que les pauvres seront éliminés.
Et on aura une société moins cordiale, moins juste, et dans laquelle il y aura une élimination des pauvres. Ce que faisaient autrefois les épidémies, ça enlevait une partie de la population dont on ne voulait plus. Mais si on veut, au contraire, en sortir en grandissant, il faut se poser des questions fondamentales sur les orientations de nos sociétés, de nos priorités. Par exemple, la maladie du transport dans lequel on est, la manière de concevoir les villes, tout ça est en train de se transformer. Regardez, le commerce, c'est extraordinaire. Les centres commerciaux risquent de disparaître. On n'aurait jamais imaginé ça il y a 3 ans. Ça régnait en maître, et là, les gens ont de nouvelles habitudes de consommation, achètent par Internet, etc. Et là, je demeure devant un centre commercial et je m'aperçois que le stationnement est trop grand et que là, on essaie de trouver des alternatives d'utilisation du stationnement pour rentabiliser le centre commercial. Bon. Donc, c'est un ébranlement fondamental de la société. Et penser que ça va se reproduire exactement à l'identique, d'après moi, c'est l'erreur par excellence qu'on fait de dire, aussitôt qu'on va partir, on va-tu acheter un gros char? On va-tu circuler? On va-tu faire ça? Alors qu'au contraire, il faut se dire, non, quelles sont nos priorités et comment avoir un autre type de société qui serait une après-pandémie ou dans laquelle on aura révisé les rapports sociaux. Alors, c'est ça mon livre. Ce n'est pas un livre de désespoir, c'est un livre de suggestions très simples, hein, très pratiques, très concrètes, qui aide, qui j'espère, peut aider les gens à réfléchir et à changer un certain nombre de leur perception, premièrement, du bonheur. On sait que le bonheur, il est ailleurs où on pense. Hein? Il n'est pas dans une certaine façon ostentatoire de dépenser, etc. Donc, on est obligé de réviser nos raisons de vivre, nos compréhensions du bonheur et d'acquérir une nouvelle sagesse. Alors, je pense que c'est un petit livre. Et ce que j'ai fait là-dedans, c'est simple. Il y a de la bonne information scientifique, je pense, parce que j'ai quand même une formation dans la gestion du risque et dans ces choses. Et j'ai ajouté ici et là des poèmes pour aérer un peu, pour trouver un autre mode de communication. Ça se lit comme un roman. Ça n'en est pas un, mais je pense que c'est un livre qui vaut la peine d'être. En tout cas, je l'ai prêté à quelques personnes. Pour l'instant, la réaction est bonne. Évidemment, quand c'est des gens proches de nous, ils sont même obligés de dire que c'est bon. Mais ça, c'est l'épreuve qui dira si c'est vrai ou pas vrai.